Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Christophe Bex pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, chers collègues, vous nous ressassez que la France est championne du monde des prélèvements obligatoires. Monsieur le ministre, rien n'a jamais été gratuit. Les services publics et la protection sociale sont financés par ceux qui en bénéficient. Mais en réalité, qui paye et dans quelle proportion par rapport à son revenu, par rapport à son patrimoine et où va l'argent collecté? Votre politique détourne les contributions pour le bénéfice de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. En cette année olympique, vos records sont battus. Félicitations pour les 250 milliards volés aux collectivités locales depuis 2012. Félicitations pour les 153 milliards gagnés par les entreprises du CAC 40. Pour les 98 milliards reversés aux actionnaires. Pour les 100 milliards de fraude fiscale. Pour les 22 milliards versés aux services médicaux privés et pour les 9 milliards versés à l'éducation privée. Mais vous me direz que l'argent, il n'y en a pas. Ça fait des années que vous êtes au pouvoir. Vous n'y connaissez toujours rien. Pas plus que le calcul de la surface d'un hectare quand vous étiez ministre de l'Agriculture il y a déjà 15 ans. J'ai travaillé 40 années. J'ai travaillé 40 années au service du public. Et je peux témoigner de l'évolution des salaires des catégories C. Elle est de 80 € après 20 ans de service, soit 4 € par année, le tiers d'une baguette de pain par mois. Les agents de la fonction publique méritent de la considération, une reconnaissance. À l'occasion des 80 ans de la signature du programme du Conseil national de la résistance, la fonction publique manifeste. Quelle est votre réponse? Soyez honnête et annoncez que votre voie est de détruire le programme du CNR. Merci Remplacez beaucoup. le titre de votre livre par Les jours malheureux. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Bex, ça n'est plus la France insoumise, c'est la France inconsciente. Inconsciente de la réalité de nos situations de finances publiques et inconsciente de la réalité du modèle social français. Vous parlez d'inégalité, Monsieur Bex. Je vous rappelle que la Fondation Jaurès, qui n'est pas soupçonnée de droitisme débordant, a elle-même indiqué que la nation développée dans laquelle les écarts de revenus étaient le plus réduits par la redistribution fiscale, c'était la France. Ces écarts sont de 1 à 18 avant redistribution, ils sont de 1 à 3 après redistribution. Aucune nation ne redistribue autant la France pour les plus modestes et pour les plus fragiles. Vous nous dites que le taux d'imposition n'est pas suffisamment élevé. Mais je rappelle que le taux marginal d'imposition dans notre pays est le plus élevé de tous les pays développés. Il approche les 60%. Vous nous dites que les gens ne payent pas assez pour les autres, mais je vous rappelle que 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des contribuables. Alors oui, Monsieur Bex, il est temps maintenant, après avoir bien protégé les Français, sans votre soutien d'ailleurs, pendant la crise du Covid, après avoir bien protégé pendant la crise de l'inflation, sans votre soutien d'ailleurs, Monsieur le député, après avoir récompensé le travail en mettant en place une exonération de toute fiscalité sur les heures supplémentaires que vous voulez rétablir, parce que l'austérité sur le travail, c'est vous, Monsieur le député de la France Insoumise, qui la promettez. Eh bien, après avoir pris toutes ces décisions, nous rétablissons fermement, calmement et sereinement les comptes publics. La France insoumise est la France irresponsable. Nous sommes la majorité de la responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe Les Républicains, Monsieur Philippe Juvin. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Solidarité et de la Santé.
Aujourd'hui, Madame la Ministre, seul un Français sur deux qui a besoin de soins palliatifs y a véritablement accès. Si l'on veut que chacun puisse accéder aux soins palliatifs, il faudrait donc en théorie doubler l'offre actuelle. Or, on nous annonce un plan de 1 milliard en 10 ans. Ce chiffre semble impressionnant, mais il ne représente que 6% d'augmentation du budget actuel des soins palliatifs, inflation comprise. Ma question est donc simple, Madame la Ministre, comment, avec seulement 6% de budget en plus, comptez-vous doubler l'offre de soins palliatifs? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Juvin. Monsieur le député, vous venez à juste titre de mettre en avant l'importance des soins palliatifs dans notre pays. Au moment où nous nous parlons, effectivement, nous savons que nous avons un peu plus de 140 unités de soins palliatifs dans le pays et 420 unités mobiles de soins palliatifs. Nous avons donc pas suffisant, je l'accorde bien volontiers, d'autant plus que jusqu'à vendredi, 21 départements ne bénéficiaient pas de services et vendredi en Corrèze, j'ai eu l'occasion d'annoncer la création d'un département à Brive. Il reste donc 20 départements qui, au moment où nous nous parlons, ne sont pas équipés. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet sur lequel nous devons travailler, c'est très concrètement d'organiser une filière. Vous le savez, vous êtes vous-même, monsieur le professeur des universités, praticien hospitalier, cette discipline n'est pas organisée. Au moment où nous nous parlons, nous n'avons aucun professeur d'université, nous n'avons pas de chef de clinique, nous n'avons pas d'assistant chef de clinique. Si nous voulons créer une culture des soins d'accompagnement dans notre pays, ça se fait en lien avec ma collègue Sylvie Retailleau, avec laquelle nous avons prévu un plan d'organisation de la filière avec des enseignements, parce qu'on peut parler de moyens, mais parlons aussi d'enseignement. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques heures de cours dans un cursus de 10 ans d'études médicales et ensuite des moyens avec des maisons d'accompagnement, plus d'unités de soins palliatifs et notamment d'unités mobiles avec tout le réseau de l'hospitalisation à domicile, de nouvelles organisations. Alors effectivement, on peut regarder les chiffres, mais toute la question qui se pose, c'est notre capacité à travailler sur les 15 mesures du rapport Chauvin et la capacité en 2024, 2025, 2026 d'apporter des réponses. C'est le sens de l'engagement du gouvernement. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, malheureusement, je crains que vous n'ayez pas répondu sur l'insuffisance des moyens financiers et je crains que le compte n'y soit pas. Alors je pose ici solennellement la question du sous-financement des soins palliatifs avec une interrogation dont chacun doit mesurer la gravité. Y a-t-il un risque demain de suicides assistés par défaut d'accès aux soins palliatifs? Ce n'est pas une petite question. Ce n'est pas une petite question. D'autant qu'il n'y a pas que les soins palliatifs qu'il faudra financer. La psychiatrie, regardez combien il est difficile de trouver aujourd'hui un psychiatre. Or, on sait que les malades du cancer en fin de vie se suicident plus souvent, 2 à 4 fois plus, quand ils n'ont pas de psychiatre. Et là encore, c'est la question du suicide par défaut de moyens. Et puis, Madame la Ministre, il y a l'immense question sociale. Et pardon, je mets les pieds dans le plat, mais quand on ne peut pas se payer l'ordinateur à reconnaissance de la paupière, le fauteuil à 25 000 €, quand les conditions de logement sont misérables, alors oui, tout cela peut peser dans les décisions parce que les conditions matérielles ont rendu la vie trop dure. On a parlé de fraternité, Madame la Ministre. Mais précisément, les soins palliatifs, la psychiatrie, toutes ces conditions matérielles que je viens d'évoquer, la lutte contre l'isolement aussi, est-ce que ça ne pourrait pas être cela avant tout, la traduction concrète de la fraternité, prévenir le suicide en se souciant de ses causes? Merci, mon cher collègue. Monsieur le professeur Juvin, je crois qu'on peut s'accorder sur un point, c'est que très concrètement, les maisons d'accompagnement apportent des réponses et que l'objectif, c'est effectivement de décliner l'ensemble, car jamais dans notre pays, il n'a été question de parler d'aide à mourir sans avoir avant tout un plan qui est le plan d'accompagnement des soins palliatifs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jérémy Patrier-Létuse pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 2 juin 1941, le régime de Vichy promulgue le statut des Juifs et limite l'accès des étudiants juifs aux universités. 80 ans après, nous pensions que ces faits appartenaient aux heures les plus sombres de notre histoire. 80 ans après, nous pensions que la bête immonde de l'antisémitisme
était gavée de sang après la Shoah. Et pourtant, elle renaît. Le poison de l'antisémitisme, qui n'a pas l'air d'intéresser les collègues là-bas, vient pourrir notre société. Il se déverse même au cœur de nos universités. Mardi dernier, à Sciences Po Paris, institution prestigieuse qui forme depuis le 19e siècle les dirigeants de notre pays et dans laquelle j'enseigne depuis plus de 7 ans, une soixantaine d'individus ont envahi et bloqué l'amphithéâtre Émile Boutny, qui se sont empressés de renommer amphithéâtre Gaza. Parce que de confession juive, des élèves ont été pris à partie par des émeutiers de pacotille, des dictateurs du dimanche, des insurgés en mal de révolution. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste, a-t-on entendu. À d'autres étudiants qui avaient réussi à entrer, on a demandé de dire la Palestine vaincra, sous peine d'être expulsés de la salle. En mai 68, dans les amphis, c'était sous les pavés la plage. Aujourd'hui, c'est dans les amphis la haine du sioniste, la haine du juif. Ces faits sont graves. Ils sont une meurtrissure pour notre pays, une blessure pour notre République et demandent une réponse implacable. Je veux à cet égard vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'être allé le jour même à Sciences Po Paris. Malheureusement, les stigmatisations, les ostratisations dont sont victimes les étudiants juifs ne s'arrêtent pas au mur de Sciences Po. 91% des étudiants juifs disent avoir été victimes d'un acte antisémite. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande quelles mesures votre gouvernement de la France, votre gouvernement, compte prendre pour lutter contre cette dérive. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jérémy Patrier-Létus. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont les principes de la République. C'est le fondement de nos valeurs républicaines et je le dis ici, ces valeurs, elles doivent être respectées partout et tout le temps. Cela vaut dans les établissements d'enseignement supérieur où l'on forme notre jeunesse. Pas une fac, pas une école ne peut être au-dessus des lois. Pas une école, pas une fac ne peut les appliquer à la carte. C'est dit ici très clairement. Je me suis rendu, vous l'avez dit, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, à Sciences Po. J'ai annoncé un certain nombre de mesures. D'abord, le déclenchement par le gouvernement d'un article 40 pour faire la lumière sur le déroulé des faits. Ensuite, la nomination d'un administrateur provisoire à Sciences Po, dont la feuille de route sera extrêmement claire. Faire respecter les principes républicains à Sciences Po. Troisième mesure, faire de cet objectif le cœur et l'un des éléments centraux du recrutement de la future direction de Sciences Po. Mais vous l'avez dit, l'enjeu est beaucoup plus large que celui-là. Depuis des années maintenant, à Sciences Po, comme dans d'autres établissements, des débordements scandaleux se sont multipliés du fait toujours d'une minorité agissante et dangereuse. Et je le dis ici, je n'accepterai jamais qu'une fac ou qu'une école devienne la voie d'eau en France du déferlement d'une idéologie nord-américaine qui, sous couvert d'une certaine modernité, prône l'intolérance, le refus du débat, bride la liberté d'expression et les opinions contradictoires. Nous serons collectivement intraitables. L'autonomie de l'enseignement supérieur, ce n'est pas et ce ne sera jamais une autonomie des valeurs républicaines. Avec la ministre Sylvie Retailleau, nous ne lâcherons rien. Nous serons mobilisés, nous serons intraitables à toutes les dérives, notamment les dérives antisémites que vous avez évoquées. Dès qu'il faudra réaffirmer nos principes républicains, nous le ferons. Nous continuerons à faire de cet enjeu de la lutte contre ceux qui en veulent à nos principes républicains le cœur des contrats que nous signons avec les universités, avec les écoles, pour que le financement public, l'argent des Français, soit systématiquement lié au respect de nos valeurs et de nos principes républicains. L'enseignement supérieur doit donner le goût du débat, de la réflexion, jamais de la haine ou de la discrimination. Nous serons intraitables sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci. La parole est à présent à Monsieur Julien Oudoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a 12 ans, jour pour jour, le 19 mars 2012,
le terroriste islamiste Mohamed Merah semait la mort et l'horreur à l'école juive Ozar HaTorah de Toulouse. Chers collègues, n'oublions jamais les victimes innocentes de cet attentat ignoble. Gabriel Sandler, 4 ans. Arié Sandler, 5 ans. Myriam Monsonego, 7 ans. Jonathan Sandler, 30 ans. 12 ans après, le cancer de l'antisémitisme contamine les plus grandes écoles et les universités. Fondé pour éveiller les consciences et former les élites, Sciences Po Paris s'est transformé en centre de recrutement islamo-gauchiste. Après le Hijab Day et la promotion du voile islamique en 2016, après la soumission à l'idéologie wokiste, Sciences Po dérive vers l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, des étudiants de Sciences Po distribuent des tracts où les terroristes du Hamas sont présentés comme des résistants. Depuis le 7 octobre, Rima Hassan, militante pro-Hamas et candidate LFI aux élections européennes, est reçue en grande pompe pour une conférence. Le 12 mars dernier, un nouveau cap a été franchi avec l'occupation d'un amphithéâtre rebaptisé Gaza par une soixantaine de militants fanatisés scandant leur haine d'Israël. Selon l'Union des étudiants juifs de France, plusieurs étudiants ont été menacés et insultés parce que juifs. Un simple incident pour le leader de l'extrême gauche islamiste, Jean-Luc Mélenchon. Les étudiants juifs ont peur de cette montée de haine. Ils craignent aussi vos ambiguïtés et vos lâchetés. Monsieur le Premier ministre, au-delà de l'enquête administrative, au-delà de vos coups de menton, êtes-vous prêt à rompre vos liens avec le Qatar, devenu le banquier de votre gouvernement, qui finance, soutient et héberge les terroristes islamistes et antisémites du Hamas? Je vous remercie. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Odoul, tout d'abord, je voudrais redire, pour reprendre les propos du Premier ministre, oui, l'antisémitisme est un poison. L'antisémitisme, et ceci, quels que soient ses masques, est un fléau. C'est notre ligne claire, c'est la tolérance zéro. L'université fait effectivement partie intégrante de la société. Elle partage ses forces et ses lumières, mais elle doit aussi affronter ses tensions et ses maux les plus sombres. Vous m'interrogez sur les événements de Sciences Po Paris en particulier. Alors je voudrais vous dire, comme à chaque fois, ma méthode, c'est l'objectivation des faits et c'est tout le sens du signalement au procureur, si vous m'écoutiez, que nous avons annoncé avec le Premier ministre à l'aide d'un article 40 qui a été déposé pour que la justice soit saisie et fasse son travail. Nous nous sommes donc rendus sur place et effectivement, il y a eu aussi un envahissement sauvage de l'amphithéâtre et une absence manifeste du respect du cadre qui permet un débat serein. Toute cette assemblée connaît aussi notre et mon entière mobilisation sur la lutte contre l'antisémitisme. Mais je voudrais venir, monsieur le député, ne comptez pas sur moi pour participer au blanchiment du parti des héritiers de Pétain. Ne comptez pas sur moi pour participer à celui du parti des Gudards et des identitaires. Pas plus, d'ailleurs, que je ne fermerai les yeux sur les agissements des groupes communautaristes qui défient la République et ses principes. Je voudrais poursuivre ma ligne de tolérance zéro contre l'antisémitisme, la haine de l'autre et contre toutes les discriminations. Et puis, monsieur le député, ne faites pas l'offense de mentir à vos collègues. Parce que ce soir à Sciences Po, qui n'est pas une zone interdite pour le Rassemblement national, puisque votre collègue Sébastien Chenu y donne une conférence ce soir même. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. S'il vous plaît. La parole est à Monsieur Lionel Royer-Perrault pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Yoda, DZ Mafia, deux clans, deux organisations criminelles qui se partagent le juteux marché des narcotrafics à Marseille. Ce matin, le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se sont rendus à la Castellane pour lancer l'opération Place Nette XXL. Après le renforcement des effectifs de police, de justice et de douane dans le cadre du plan Marseille en grand, après les innombrables opérations de pilonnage des lieux de trafic,
cette opération de grande envergure vient consolider et conforter la guerre sans merci que livrent l'État et le gouvernement contre ces clans criminels. Jamais, jamais aucun gouvernement n'aura déployé autant de moyens pour lutter contre ces organisations tentaculaires. L'année 2023 a été particulièrement meurtrière avec 49 assassinats, dont 4 victimes innocentes. Je pense à cet instant à Sokaina, qui habitait Saint-Is dans ma circonscription et qui est morte dans sa chambre alors qu'elle étudiait tranquillement. La réalité, c'est que ces trafics aujourd'hui gangrènent tout Marseille et pas seulement les quartiers nord. De l'ouest à l'est, du sud au nord, ces deux clans font régner la terreur et assignent à résidence des milliers d'habitants. Ce week-end, des tirs en plein après-midi à la Cayolle, la semaine dernière à Château-Saint-Loup et à chaque fois à 2 pas d'une école. Sans parler de ces noyaux villageois tels la Capelette ou Saint-Loup qui voient se multiplier des commerces dont la seule utilité est de blanchir l'argent sale. Les magistrats marseillais ont vivement réagi ces jours derniers à la tournure que prenaient ces événements et à leur généralisation sur le territoire national. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale l'esprit de ces opérations place nette, les résultats déjà observés et ceux attendus? Les Marseillais, tous les Marseillais, ont besoin d'être rassurés. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lionel Royer-Perrot. Vous le savez bien, vous qui êtes au quotidien auprès des Marseillais, auprès des jeunes, auprès des familles, auprès des femmes et des hommes des quartiers, vous le savez bien, Monsieur le député, la drogue est la mère de tous les vices. Elle détruit des familles entières. Elle corrompt notre jeunesse, elle broie des vies, elle est le berceau de toutes les délinquances, de la violence, du trafic d'armes, des règlements de comptes. Le trafic de drogue est une gangrène pour notre pays. Il ravage des quartiers, des villes et parfois même jusqu'à nos villages. Et quand on emprunte la voie des trafics de drogue, il y a souvent la mort au bout du chemin. Monsieur le député, je connais votre détermination, je connais votre implication. Et devant vous, comme devant toute la représentation nationale, j'en fais ici le serment. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne faiblirons jamais. Nous ne renoncerons jamais. Nous n'aurons jamais la main qui tremble. La lutte contre les trafiquants est une priorité, c'est même un devoir national. Nous mènerons cette bataille sans compter, à Marseille comme partout sur le territoire. Nous nous attaquerons à tous les réseaux, de la base jusqu'au sommet. Nous nous attaquerons à chaque point de deal, un à un. Avec vous, monsieur le député, avec toute la représentation nationale, je l'espère, je veux ici rendre hommage aux forces de l'ordre qui se battent au quotidien et accomplissent un travail absolument exceptionnel. Rendre hommage aux magistrats qui dirigent les enquêtes et qui n'abandonnent jamais rien. Ce matin, nous avons décidé de frapper un grand coup. Nous avons donné un grand coup de pied dans les trafics de drogue à Marseille en menant une opération XXL qui a été préparée depuis des mois après un travail d'enquête exceptionnel sous l'autorité du parquet, en menant une opération dans tous les quartiers, pas seulement les quartiers nord, et une cité de votre circonscription est concernée, une opération d'une telle ampleur, avec 900 policiers et gendarmes déployés, avec des moyens aériens et l'appui du RAID, d'une telle ampleur que le président de la République a choisi de s'y rendre et de venir saluer le travail de tous ceux qui y ont contribué. Comme il l'a annoncé tout à l'heure, elle a déjà permis plus de 80 interpellations et une 60aine de gardes à vue. Faire place nette, c'est dégager le terrain, c'est affirmer la loi et l'ordre partout. C'est aussi rester sur le terrain pour éviter que les points de deal ne reviennent à peine la police partie et pendant 3 semaines, les moyens policiers resteront engagés. Mais tout n'a pas commencé ce matin, loin de là. La lutte contre les trafics, c'est évidemment un marathon. Cela se joue sur le long terme, sur notre capacité à ne jamais baisser la garde. À Marseille, le pilonnage des points de deal qui se déploient depuis des années montre des résultats, avec la disparition définitive de plus de 70 points de deal.
avec des saisies records, 7 tonnes de cannabis par exemple, avec des interpellations records, 2350 trafiquants en 2023. C'est le résultat de notre stratégie et de notre détermination. C'est le fruit des moyens exceptionnels déployés à Marseille, notamment grâce au plan Marseille en grand, annoncé par le président de la République. Je le rappelle, 450 policiers de plus en 3 ans, 3 compagnies de CRS déployées chaque jour, 50 magistrats et près de 100 greffiers supplémentaires en 7 ans. Je vous le dis, monsieur le député, et je sais que vous partagez cet objectif, mon but, c'est que les trafiquants ne puissent jamais dormir tranquilles. C'est que la loi toujours se rappelle à eux, qu'ils sachent que la République viendra toujours les chercher. Aussi, je vous le dis, nous allons continuer. Ce n'est qu'un début et d'autres opérations auront lieu, que ce soit à Marseille ou ailleurs en France. Nous allons agir sur tous les fronts et je veux que l'on aille taper les dealers au porte-monnaie. Il y a des traces de sang sur l'argent de la drogue. Alors nous allons renforcer notre action, bloquer les avoirs des trafiquants, comme je m'y suis engagé dans ma déclaration de politique générale. Alors face à la lutte contre les stupéfiants, avec Gérald Darmanin, avec Éric Dupond-Moretti, face aux donneurs de leçons qui n'ont jamais rien tenté ni rien fait en la matière, face aux défaitistes qui nous expliquent à longueur de journée qu'on n'y arrivera jamais et qui méprisent en permanence le travail de nos forces de l'ordre, face aux laxistes aussi, qui croient encore que la drogue est bien pardonnable, qu'elle est festive et que la lutte contre les trafics serait une question de morale, nous avons un devoir vis-à-vis de ces habitants dont la vie est gâchée par les trafics. Nous avons un devoir vis-à-vis de ces familles qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un proche dans un règlement de compte. Ce devoir, c'est de faire respecter partout la loi et l'ordre. Ce devoir, c'est de ne jamais céder 1 millimètre aux trafiquants. Alors cage d'escalier par cage d'escalier, point de deal par point de deal, nous combattrons les trafiquants et le trafic de drogue. Oui, cela prendra du temps. Oui, il faudra encore des efforts, mais non, nous ne renoncerons jamais. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, il faudra renforcer le service public et effectivement celui de la police et de la justice au-delà de Marseille et l'on ne peut que s'inquiéter quand on voit les annonces budgétaires. Monsieur le ministre de l'Industrie, ce n'est pas la première fois qu'Ascométal fait les frais du monopoly industriel. Ce jeudi 14 mars 2024, Swiss Steel annonçait de façon scandaleuse et irresponsable à l'attention de ses actionnaires son désengagement ainsi qu'un risque de réorganisation judiciaire. Je veux faire résonner ici la colère et l'inquiétude des salariés. Voici quelques mois, le groupe Swiss Steel avait déjà déclaré qu'il souhaitait se séparer du site de Fos-sur-Mer, qu'il avait un repreneur pour Agondange et qu'il conserverait Dunkerque. Dans ce contexte, l'État confirmait des aides au groupe qui s'engageait à soutenir les sites et à trouver des repreneurs. Or, il y a des pistes, mais aucune pour l'heure n'a abouti. Cette annonce intempestive place l'ensemble des sites dans des situations de grande fragilité. Le site de Fos-sur-Mer est un fleuron industriel qui produit de façon décarbonée des aciers spéciaux uniques en Europe grâce à des savoir-faire d'excellence. À l'heure de la décarbonation et de la nouvelle industrialisation qui s'annonce sur notre territoire, il a toute sa place pour répondre à des besoins réels. Derrière lui, ce sont toute une série de fournisseurs et de co-traitants avec leurs salariés qui sont concernés. Le passage par une procédure judiciaire conduirait à des ruptures de continuité gravement préjudiciables. Il convient donc de tout faire pour l'éviter et sécuriser les capacités de production et le tissu. Swiss Steel ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités. La puissance publique doit également engager la sienne pour garantir l'avenir et placer les entreprises sous sa protection, le cas échéant en envisageant une nationalisation temporaire, le temps de permettre l'aboutissement des démarches existantes autour des projets de pérennisation. Les salariés veulent qu'Ascométal vive, les organisations syndicales souhaitent vous rencontrer en urgence. Quelles dispositions allez-vous prendre pour préserver notre outil industriel ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Dharréville. Vous l'avez dit, Ascométal, dont l'actionnaire Swiss Steel avait repris l'entièreté des sites en France il y a maintenant 5 ans, fait aujourd'hui face à un risque auquel nous sommes évidemment aussi sensibles que vous. Ce risque, il est que les 5 sites français, les Dunes avec 180 salariés, Agondange avec 600, les 2 sites de Meurthe-et-Moselle connus sous le nom de Marcus avec 120 salariés et le site de Fos-sur-Mer que vous connaissez bien avec 380 salariés sont aujourd'hui face à un risque de vente.
La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, face à ces 5 sites, vous l'avez dit d'ailleurs, qui ont des atouts indéniables, il y a des marques d'intérêt. Et nous suivons ça évidemment de très près pour nous assurer que ces marques d'intérêt soient suivies des faits. Sur ces 5 sites, comme sur tous les sites auxquels nous avons travaillé depuis maintenant des années, nous avons une doctrine très claire qui s'impose. 1, nous souhaitons des perspectives d'affaires crédibles. 2, nous souhaitons des repreneurs crédibles. Et 3, sur la base de repreneurs crédibles qui sont prêts à s'investir, 2 perspectives d'affaires crédibles, l'État est prêt à s'engager. Nous serons d'accord sur le fait que ces sites ont des perspectives crédibles, sur le fait que les marques d'intérêt aujourd'hui auxquelles vous avez fait référence sont aussi l'objet de repreneurs crédibles. Nous serons aussi, je pense, d'accord sur le fait que l'actionnaire qui se désengage, Swiss Steel, à qui j'ai demandé de parler, et je vais le faire dans les heures qui viennent, pourra lui aussi s'engager pour, j'allais dire, bien traiter son désengagement de France. Nous serons sans doute en désaccord sur les solutions qui nous permettront d'y obtenir, et notamment la nationalisation, qui, de mon point de vue, ne doit intervenir que dans les derniers carats. On doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir faire plus, et sur ce cas-là, je suis convaincu qu'on fera mieux et qu'on fera plus. Monsieur le député, il y a quelques mois, un de vos collègues, monsieur le député Roussel, m'interrogeait sur Val-d'Une. On avait à l'époque indiqué qu'on ferait tout pour trouver un repreneur crédible sur la base de perspectives crédibles et que dans ce cas, nous nous y engagerons. C'est en train d'arriver. Gardons l'espoir, à Dune comme à Val-d'Une, à Fos-sur-Mer comme à Gondange, nous ferons tout pour donner des perspectives à cette entreprise. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dharréville. Sur votre détermination et vous pouvez compter sur la nôtre. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Philippe Vigier pour le groupe démocrate. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, la France de 2024 n'est plus celle de 2017. Le chômage a profondément diminué. La réindustrialisation est une réalité. L'économie a été sauvée pendant le Covid grâce au quoi qu'il en coûte. Nul ne peut contester non plus qu'avec 3 000 milliards d'euros de dette, c'est notre modèle social qui est fracturé. C'est aussi notre capacité demain à relever les défis. Alors, monsieur le ministre, pour nous, l'évidence, c'est de passer de l'État-providence à un État juste, à un État efficace, aux finances publiques assainies. Vous avez poussé un cri il y a quelques jours expliquant que ce niveau était insoutenable. Nous le partageons, d'autant plus que depuis plus de 15 ans, c'est notre combat. Mais un État efficace et juste ne signifie pas un coup de rabot à l'aveugle sur les dépenses publiques. Un État efficace et juste, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de la valeur, plus de pouvoir d'achat et une feuille de paye plus importante. Un État efficace et juste, c'est lutter avec plus d'acharnement contre toutes les dérives fiscales, les fraudes et bien sûr les spéculations. Un État efficace et juste, c'est mieux réorganiser notre système de santé autour de la prévention. 1 euro en prévention, c'est 10 euros de soins curatifs. Un État efficace et juste, c'est responsabiliser tous les acteurs et libérer les énergies. À 3 000 milliards d'euros de dette, on ne peut plus faire comme avant. À 3 000 milliards d'euros de dette, il faut dire la vérité aux Français. Monsieur le ministre, ma question est simple. Êtes-vous prêt, avec les parlementaires, avec les collectivités, avec les partenaires sociaux, à bâtir un nouveau modèle social protecteur pour les Françaises et les Français? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vigier. Je veux vous remercier, vous, tout le groupe MoDem et toute la majorité, pour votre lucidité et pour votre engagement en matière de rétablissement des finances publiques. Et je sais que cela fait partie de l'ADN de votre groupe et de l'ADN de cette majorité. Je rappelle ce qui s'est passé depuis 2017 très brièvement. S'il vous plaît, mes chers collègues. De 2017 à 2019, cette majorité, seule et sans le soutien de personne, a rétabli les finances publiques, est revenue sous les 3% de déficit et a baissé la dette publique française. C'est cette majorité qui a rétabli les finances publiques. Nous avons ensuite été confrontés à 2 crises majeures. La crise du Covid, crise économique la plus grave depuis 1929, la crise inflationniste, crise la plus grave depuis les années 70. Nous avons protégé, nous avons mis en place le quoi qu'il en coûte sous l'autorité du président de la République. C'était des décisions justes, c'était des décisions nécessaires, c'était des décisions protectrices, c'était des décisions qui ont sauvé des entreprises, des salariés et l'économie française.
Maintenant que nous revenons à la normale, j'appelle à la prise de conscience collective. Nous devons réduire nos déficits, nous devons couper dans un certain nombre de dépenses et nous devons revenir sous les 3% de déficit public en 2027 et à l'équilibre de nos finances publiques d'ici une dizaine d'années. J'appelle donc toutes les forces politiques, de la majorité comme de l'opposition, à venir me retrouver avec Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, au ministère de l'économie et des finances, pour que nous examinions ensemble les économies possibles et nécessaires. Faites-moi des propositions d'économie, arrêtez de me faire des propositions de dépenses supplémentaires. Ce slogan « Je dépense, donc je suis », qui est trop répandu dans la classe politique française, doit être remplacé par celui « J'économise, donc je suis et donc je protège ». Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Peu de silence. La parole est à Madame Chikirou pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Un échafaudage s'effondre à Montreuil, un ouvrier meurt. Un pont s'effondre à Toulouse sur le chantier de la ligne B, un ouvrier meurt. Un tracteur se retourne en Creuse, un jeune agriculteur de 17 ans meurt. Les accidents du travail qui blessent, qui mutilent, qui handicapent à vie, qui tuent sont de l'ordre de 800 000 par an selon les propres chiffres de l'assurance maladie. La France est le pays européen où il y a le plus d'accidents par travailleur. Madame la ministre, votre gouvernement a une grande responsabilité dans chacun de ces drames. Car depuis 2017, vous avez méticuleusement saccagé les protections des travailleurs, à tel point qu'un collectif de familles s'est dû constituer en 2023 pour dire stop à votre indifférence, stop à la mort au travail. Ils manifestaient sous vos fenêtres le 4 mars dernier. La semaine dernière, les assises nationales de la sécurité et de la santé au travail ont rassemblé plus de 500 personnes. Et le 25 avril prochain, nous serons des milliers à manifester pour dénoncer la dégradation des conditions de travail en France et en Europe. Vous ne semblez rien entendre, ni les syndicats des travailleurs, ni les victimes, ni leurs familles. Alors je me fais l'écho de leurs revendications. Ils veulent le retour des comités hygiène et sécurité. Ils veulent plus d'inspecteurs du travail, des contrôles de la sous-traitance et de l'intérim. Ils veulent la prise en charge des frais de justice et l'accompagnement psychologique des familles. Ils veulent le renforcement des sanctions contre les employeurs. Madame la ministre, allez-vous, oui ou non, répondre à leurs revendications? Allez-vous, oui ou non, rétablir les 100 postes d'inspecteurs du travail qui étaient prévus en 2024 et que Bruno Le Maire a choisi de supprimer? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophia Chikirou. Je crois, Madame, qu'il y a un point sur lequel nous pouvons nous retrouver, c'est que chaque accident du travail est un drame. Et personne dans cet hémicycle ne dira le contraire. Si je regarde les chiffres, 2021, 645 morts au travail, 2022, 738 morts au travail, avec incontestablement une augmentation, deux éléments, d'une part la hausse de la population salariée et d'autre part la prise en compte des malaises qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. C'est important qu'on se le dise parce que c'est important de prendre toutes les situations de mort au travail. Le deuxième élément sur lequel je veux vous répondre, c'est sur le travail effectué par les inspecteurs du travail. Ce sont eux qui mènent les enquêtes, ce sont eux qui analysent les causes, ce sont eux qui permettent les retours d'expérience pour éviter que ces situations se reproduisent. Donc oui, Madame la députée, je souligne l'importance de leur travail. Je sais combien, en discutant avec les Dreads, ils ont besoin effectivement qu'on les conforte dans le travail qui est le leur, y compris quand ils sont jetés en pâture, comme ça a pu arriver lors de manifestations il y a quelques mois. Et je tiens à redire ici l'attachement du gouvernement au travail des inspecteurs. Troisième élément sur lequel je crois nous pouvons, c'est un sujet trop grave pour qu'on parle
parle autrement que dans le calme. Le troisième élément, c'est la capacité à effectivement sensibiliser. Sensibiliser à deux titres. D'un côté, l'ensemble des salariés, qu'il s'agisse des jeunes dans les CVFA, qu'il s'agisse des travailleurs détachés, qu'il s'agisse des branches. Je pense aux cordistes, je pense au transport routier de marchandises, je pense à la mobilisation des acteurs du 28 avril. Parce que oui, ce type de mobilisation apporte des réponses. Et enfin, je pense aux entreprises. C'est leur responsabilité, ça doit être leur engagement, parce que prévenir les morts au travail, c'est la première des conditions et le premier des respects pour chacun des salariés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Chikirou. Madame la Ministre, les inspecteurs du travail, on est passé de 2100 inspecteurs en 2011 à moins de 1800 aujourd'hui. Bruno Le Maire supprime 100 postes qui étaient prévus en 2024. Ne faites pas semblant de vous intéresser aux inspecteurs du travail. Merci. La parole est à Madame Annie Vidal pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Madame la Ministre, vous étiez vendredi dernier dans un EHPAD de ma circonscription où vous avez entendu les résidents, leurs familles et les professionnels, et je vous en remercie beaucoup. Et vous avez aussi évoqué la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie qui, après un parcours législatif ponctué de rebondissements et une commission mixte paritaire conclusive, sera soumise au vote en fin de journée. Face à la transition démographique qui est la nôtre, pour mémoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans dès 2030. Elle constitue une étape dans la construction de la société du bien vieillir et de la longévité. Portée avec conviction par ma collègue Laurence Cristol et par moi-même, et avec votre soutien, elle inscrit des mesures concrètes pour améliorer le quotidien de nos aînés, de leurs proches et des professionnels qui les accompagnent, portant ainsi les bases d'une réforme à venir à hauteur des enjeux. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire et la situation financière préoccupante des EHPAD vient témoigner de l'urgence de la poursuite de l'amplification de nos actions. Si les établissements publics sont confrontés à un déficit cumulé inédit, les opérateurs privés ne sont pas épargnés. Quant aux services à domicile, ils connaissent eux aussi des difficultés structurelles. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous, devant la représentation nationale, nous dire quelles seront les prochaines étapes? Quelle suite sera donnée à cette proposition de loi? Quelles seront les mesures que votre gouvernement prendra pour porter une politique du grand âge et de l'autonomie durable et ainsi permettre à chacun de vieillir selon ses choix, à domicile, en EHPAD ou en habitat inclusif? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Vidal. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail que vous avez mené avec votre collègue Laurence Cristol sur cette proposition de loi. Vous l'avez dit, le sujet du grand âge et son défi démographique est un enjeu majeur. Et pour préparer ce changement, nous nous sommes pleinement mobilisés avec la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes. Et je me permets de les rappeler parce que gâteau avalé, gâteau oublié, nous avons effectivement créé les services départementaux de l'autonomie, le renforcement des contrôles des EHPAD. Et encore une fois, je ne jette pas la lanterne sur les professionnels qui travaillent, le soutien à l'habitat intermédiaire et au maintien à domicile et les nombreuses mesures d'attractivité pour le secteur. Et nous y avons mis les moyens. Nous y avons mis les moyens en créant la 5e branche que tant d'élus ont promis. C'est ce gouvernement qui l'a fait. Cette année, c'est 2,6 milliards de plus qui y sont consacrés. 2,6 milliards de plus rien que pour cette année. Cette hausse, elle va se poursuivre puisque nous atteindrons en 2027 45 milliards alors qu'aujourd'hui on est à 40 milliards. Avec cette proposition de loi, vous vous inscrivez, Madame la députée, dans la continuité de ce que nous avons fait en apportant une réponse concrète aux attentes des personnes âgées comme des professionnels du secteur. À celles et ceux qui s'inquiètent que cela ne soit pas suffisant, je vous le dis aujourd'hui,
nous débattrons bien ensemble et nous nous sommes engagés avec Catherine Vautrin sur la stratégie. Il y a les questions de gouvernance et bien sûr la question du financement. Nous souhaitons débattre avec vous et nous prendrons les mesures nécessaires, y compris les mesures législatives. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Frédéric Boccaletti pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Notre système de santé repose sur deux piliers. Le pilier avec notamment nos hôpitaux et le privé avec des professionnels de santé libéraux. Le collectif des infirmiers libéraux en colère organise aujourd'hui des rassemblements en province. Et ils seront nombreux le 4 avril à venir devant les portes de votre ministère. Le 15 mars, Frédéric Valletoux déclarait dans les grandes gueules qu'il fallait arrêter le misérabilisme des infirmiers libéraux. Il ajoutait de façon provocatrice que le revenu moyen était de 4 000 €, sous-entendant qu'ils seraient plutôt des privilégiés. Vous omettez cependant d'évoquer le nombre de jours travaillés par semaine, le nombre d'heures effectuées qui atteint bien souvent 360 heures par mois. Sans oublier une vie de famille sacrifiée et des vacances rarissimes. Ils ont été ignorés du Ségur et en réalité, certains en zone rurale, contrairement à vos certitudes, n'arrivent pas à sortir un salaire mensuel de plus de 1 400 €. La dernière revalorisation des actes médicaux remonte à 15 ans. Les frais kilométriques sont inchangés depuis 2011. L'indemnisation forfaitaire de déplacement vient enfin d'être augmentée, passant péniblement de 2,50 € à 2,75 € le trajet. Toujours moins que les kinés à 4 € et les médecins à 10 €. Victimes de l'inflation, de l'explosion du prix de l'essence et de l'entretien de leurs véhicules, leurs charges de fonctionnement ont explosé. En 15 ans, les infirmiers libéraux ont perdu 21% de pouvoir d'achat. Ils ont besoin de reconnaissance financière, mais aussi de la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Leur espérance de vie est amputée de 7 ans par rapport à la population générale. Prenez la mesure du désespoir de nos infirmiers libéraux. Les conséquences de votre mépris sont terribles pour les Français qui, en plus de ne plus avoir de médecins, n'auront bientôt plus d'infirmiers. Quelles sont vos réponses face au désespoir de nos infirmiers libéraux? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux, ministre en charge de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boccaletti. Il n'y a aucun mépris dans les propos qui ont été tenus comme dans la politique qui est menée. Il n'y a aucun mépris vis-à-vis des infirmières et infirmiers dont on sait le rôle majeur qu'elles ont dans le système de santé. Il n'y a aucun mépris et au contraire une reconnaissance affirmée par cette majorité depuis 2017 dans le rôle et la place que tient cette profession. Ça a été le cas lorsqu'a été créé le bilan de soins infirmiers qui a permis aux infirmiers et infirmières d'être accompagnés par un effort de près de plus de 700 millions d'euros et ça à partir de 2020. Il n'y a pas de mépris lorsque nous avons effectivement augmenté, et vous avez eu effectivement l'honnêteté de le rappeler, l'indemnité forfaitaire de déplacement il y a quelques semaines de 10%. Il n'y a pas de mépris lorsque j'ai reçu dès les premiers jours de ma prise de fonction les 3 syndicats d'infirmiers libéraux de manière effectivement à pouvoir discuter de leurs attentes et de leurs revendications. Il n'y a pas de mépris lorsque j'ai répondu oui à leur demande de diligenter une enquête de l'IGAS. C'était leur demande pour effectivement mesurer la pénibilité de leur métier. C'était une attente depuis des années. Cette démarche est faite et aujourd'hui nous allons avoir sur cette question de la pénibilité un juge de paix qui sera essentiel et en tout cas les organisations infirmières ont salué cette mesure. Il n'y a pas de mépris lorsque nous lançons le chantier de l'attractivité comme nous le faisons et effectivement il n'y a pas de mépris non plus lorsque nous avons créé dans cet hémicycle, cette majorité a créé le statut d'infirmier référent. C'était au mois de décembre dernier et nous allons avec les organisations syndicales donner du contenu. Il n'y a pas de mépris lorsque cette majorité a créé le statut d'infirmier en pratique avancée et nous allons dans les prochaines semaines à travers les décrets d'application de la loi pouvoir donner concrètement du contenu à ce métier. Donc de ce point de vue-là, n'essayez pas de traverser la réalité. Les infirmiers et infirmières, je le redis, ont un rôle essentiel dans notre système de santé. Il faut les accompagner dans la mutation de leur métier, aux côtés des médecins, aux côtés de tous les autres soignants, dans la prise en charge des Français. Nous nous y attelons, je m'y attelle avec l'ensemble du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, oui, je l'affirme, il y a mépris quand vous ne dites rien sur les revalorisations des actes médicaux. Oui, il y a mépris quand vous vous gargarisez d'avoir augmenté de 2,50 € à 2,75 € l'indemnisation de forfait de déplacement. Merci beaucoup.
La parole est à monsieur Benjamin Lucas pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre de l'Éducation nationale, ma question est simple, elle est brève et je la tire d'un sujet de philosophie qui revient régulièrement au baccalauréat. Peut-on avoir raison tout seul? Je vous remercie. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas, non, je ne pense pas que nous puissions avoir raison tout seuls. Merci Madame la Ministre, Monsieur le député. Pourtant, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre de l'Éducation nationale, c'est seul que vous avez acté par décret le 16 mars dernier la mise en place des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. C'est seul que vous bouleversez brutalement la nature de notre système éducatif sans même lui donner les moyens suffisants. C'est seul que vous mettez fin au collège unique. C'est seul que vous abandonnez l'objectif d'apprendre ensemble avec l'hétérogénéité comme principe d'émulation et de coopération pédagogique. C'est seul que vous refusez d'appréhender les inégalités de naissance pour mieux les combattre et faire société ensemble au profit d'une vision intrinsèquement inégalitaire qui présente les élèves les plus en difficulté comme des freins à la réussite de ceux qui ont le plus de facilité. C'est seul que vous accentuez le séparatisme scolaire et l'assignation à résidence sociale des enfants issus des classes populaires. C'est seul et contre tous. Contre les chercheurs, les comparaisons internationales, les études qui montrent que l'homogénéité n'est pas vertueuse en matière d'éducation. Contre l'ensemble des organisations professionnelles et des personnels de l'éducation nationale. Contre le Conseil supérieur de l'éducation unanime pour rejeter votre réforme qui ne dit pas son nom. Contre les enseignants mobilisés aujourd'hui dans tout le pays et à qui je veux rendre hommage. Et contre le Parlement qui n'est même pas appelé à discuter de ce bouleversement majeur. Monsieur le Premier ministre, en démocratie, on n'a jamais raison seul contre tous. Puisque vous affirmez que l'éducation relève du régalien, alors saisissez le Parlement d'une loi de programmation, comme il l'a été pour la sécurité, la justice ou la défense, et permettez que les représentants de la nation puissent faire entendre la voix d'une République attachée à son école et à son principe d'égalité. Je vous remercie, mon cher collègue. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lucas, non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à souhaiter la réussite de tous nos élèves. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, moi-même et vous tous également souhaitez la réussite de tous nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle Gabriel Attal a, en son temps, décidé de formuler le choc des savoirs. C'est un plan d'ensemble et j'ai déjà eu l'occasion devant vous de dire que je le mettrai en œuvre et les textes sont parus ou commencent à apparaître récemment. Sur l'une des mesures que vous avez évoquées, notamment la question des groupes au collège en français et en maths dans les enseignements fondamentaux, je voudrais ici vous dire simplement que ce qui est mis en place est précisément destiné à lutter contre les inégalités scolaires. Et je vais préciser mon propos. Destiné à lutter contre les inégalités scolaires, pourquoi? Parce que dans ces deux matières fondamentales, nous allons constituer des groupes en évaluant le niveau des élèves et en appréciant à partir de là leurs besoins spécifiques en fonction des compétences attendues. Ensuite, nous allons constituer des groupes. Ces groupes, ils n'ont qu'un seul but, améliorer la réussite scolaire des plus faibles et des meilleurs. Et pour cela, nous avons évidemment besoin, pendant le temps de ces groupes, de réduire l'hétérogénéité trop grande et les effets de cette trop grande hétérogénéité. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'adapter à chacun de nos élèves des rythmes d'apprentissage et des réponses à leurs besoins spécifiques. Par ailleurs, je dois ajouter que comme ni le Premier ministre ni moi-même ne souhaitons le tri social et l'assignation scolaire définitive, nous avons mis en place des temps de brassage qui nous permettront, en classe entière, de permettre aux élèves de changer de groupe. Je crois qu'avec la souplesse qui est ainsi donnée dans chaque établissement scolaire, mais l'aide et le contrôle que j'effectuerai de la mise en place de ces éléments, nous obtiendrons les résultats souhaités. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Mickaël Boulou pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, chers collègues, je vais poser une question sur la jeunesse, mais tout d'abord, nous n'avons pas compris votre réponse sur le grand âge. Nous attendons un calendrier en 2024 sur cette loi sur le grand âge, comme l'a promis l'ancienne Première ministre.
Madame la ministre de l'Éducation nationale, au lendemain de la clôture des vœux sur Parcoursup, pouvez-vous nous affirmer que chaque lycéenne et chaque lycéen pourra poursuivre ses études à la rentrée? Dans le public aujourd'hui, il y a 25 lycéens venus de ma circonscription que je salue, avec qui j'ai travaillé cette question, qui attendent vos réponses à ces questions. L'année dernière, près de 16% des candidats sont restés sans affectation après la phase principale. Comment se préparer à une rentrée quand on se retrouve sans option suffisamment tôt? Comment encaisser le refus d'une formation alors que c'est pourquoi on était fait? Depuis 2018, le constat est que ce système creuse entre nos jeunes et nos territoires les inégalités et qu'il génère chez nos enfants et leurs parents inquiétude et anxiété. L'année dernière, Luc, 17 ans, s'est vu refuser une formation en STAPS. Issu d'une famille endettée et modeste, il n'a pas pu partir en école privée. Il a laissé son rêve derrière lui et s'est mis à travailler. Une gestion néolibérale et désincarnée de l'avenir de nos enfants. Voilà ce qu'a instauré cette plateforme sous l'ère Macron. En effet, avec une seule heure par classe consacrée à y voir clair dans les 23 000 formations proposées, comment aiguiller 35 élèves par classe aux ambitions différentes? J'apporte d'ailleurs mon soutien aux enseignants en grève aujourd'hui, notamment demandant plus de moyens. Quant aux lycéens, ils demandent un système humain et adapté pour choisir leur orientation. Madame la ministre, quand allez-vous comprendre qu'il y a urgence à replacer l'humain au cœur du processus? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Non, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente. Une ministre pour une autre, mais comme nous travaillons ensemble et qu'il y a l'évolution entre le lycée et l'université, vous comprendrez bien, et l'enseignement supérieur. Monsieur le député, pardon, j'étais de dos, excusez-moi. Monsieur le député, je voudrais vous dire, aujourd'hui sur Parcoursup et surtout dans l'accès à l'enseignement supérieur, chaque année, c'est 148 élèves que nous continuons à suivre à la fin du processus pour effectivement leur proposer des solutions. Aujourd'hui, au niveau de cette plateforme, c'est un accompagnement qui s'améliore en amélioration continue, année après année, en transparence, en diminution du stress, pour accompagner familles et élèves. Nous sommes conscients comme vous que cette amélioration doit être encore améliorée et continue. C'est pourquoi nous travaillons avec Nicole Belloubet et l'Éducation nationale à l'orientation de nos élèves, une orientation à partir de la seconde, voire même au collège au niveau des métiers de la seconde, pour effectivement pouvoir les orienter mieux, pour pouvoir leur indiquer effectivement les parcours qu'ils doivent faire et construire avec eux leurs projets professionnels. Croyez-moi, monsieur le député, nous partageons au niveau de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur la même volonté que vous d'accompagner tous nos élèves, tous nos étudiants vers l'accès à l'enseignement supérieur et vers la réussite. Et nous y travaillerons, et avec vous si vous le voulez bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Monsieur le député. La jeunesse a le droit à l'émancipation, elle a le droit au bonheur, elle a le droit aux études supérieures et elle a le droit de ne pas être anxieuse pendant une année. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Philippe Frey pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la ministre, vendredi dernier, au collège Édouard Herriot de Chenauve, dans ma circonscription, un drame a été évité de justesse. Un élève de 15 ans, porteur d'une lettre mentionnant les attentats de novembre 2015, a été interpellé après avoir menacé avec un couteau la principale de l'établissement. Je me suis immédiatement rendu sur place pour soutenir la communauté éducative et les élèves. J'ai vu des professeurs choqués, des élèves terrorisés, des familles apeurées. La cellule psychologique mise en place dès le lendemain dans le collège, où j'étais présent avec la ministre Fadila Khattabi, a permis à bon nombre d'entre eux de pouvoir s'exprimer tant l'émotion suscitée par cet acte inqualifiable était forte. Je veux saluer ici le sang-froid et le courage exceptionnel dont a fait preuve Madame la principale.
En parvenant à quitter son bureau, poursuivie par son agresseur, elle a déclenché l'alarme anti-intrusion, permettant ainsi aux élèves et aux professeurs de se confiner immédiatement. Sans ce réflexe et l'intervention rapide des forces de l'ordre, le pire aurait pu se produire. Madame la ministre, je connais votre engagement pour que la sécurité de nos écoles soit une priorité absolue. J'ai la conviction qu'il nous faut aller plus loin aujourd'hui. Beaucoup a déjà été fait. Depuis 2002, un plan particulier de mise en sûreté existe dans nos établissements scolaires. Depuis 2017, 100 millions d'euros ont été investis dans la sécurisation des bâtiments publics, notamment des écoles. De nombreuses pistes existent aujourd'hui pour conjuguer un niveau de sûreté adéquat et un climat d'apprentissage serein, comme la généralisation des alarmes anti-intrusion, l'amélioration de la prise en charge médico-sociale des élèves difficiles et le renforcement de la formation des équipes éducatives. Aussi, quelles solutions complémentaires le gouvernement entend-il mettre en œuvre pour renforcer la sécurité de nos écoles? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Madame la présidente, mesdames les députés, messieurs les députés, monsieur le député Frey, effectivement, je suis allée, comme vous le savez, ce lundi au collège. L'équipe éducative, vous avez raison de le souligner, était encore sous le choc, notamment la principale qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable, et puis les enseignants qui étaient le plus à proximité du drame. Ce que je retiens de ma présence dans cet endroit, c'est d'une certaine manière, et la principale elle-même l'a dit, si nous avons évité un drame encore plus important, ce n'est pas lié simplement à des circonstances, c'est lié à un travail profond qui s'était mis en œuvre auparavant. Ce travail, et je tiens ici à remercier tous les services publics qui ont joué leur rôle. Ce travail, c'est celui des services publics de l'État, qu'il s'agisse, vous l'avez souligné, de la police qui est intervenue avec un sang-froid remarquable, qu'il s'agisse de la justice qui a été présente très tôt, et qu'il s'agisse également de la médecine et des services du rectorat, tout cela a remarquablement fonctionné. Mais surtout, et vous l'avez dit, un plan particulier de mise en sécurité avait été établi et il avait été travaillé et répété auparavant. Les collectivités territoriales avaient investi sur la mise en place de boutons de sûreté et d'autres mécanismes. Et puis, je crois qu'il y a eu aussi un plan de formation des chefs d'établissement et des équipes éducatives. Tout cela s'est conjugué pour donner finalement un incident très grave, mais qui a évité de tourner au pire. Nous souhaitons aller au-delà encore en développant un plan particulier de mise en sécurité que mes services ont commencé à élaborer, mais sous l'impulsion du Premier ministre, à juste titre, nous allons travailler avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et d'autres collègues encore pour l'affiner par des mesures complémentaires et j'aurai l'occasion dans les prochains jours de vous en faire part, mais c'est un point essentiel pour éviter des drames ultérieurs. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michaël Taverne pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mais qui est en opération de communication à Marseille. Tout d'abord, je voudrais une nouvelle fois, au nom du groupe Rassemblement national, apporter notre soutien aux policiers nationaux et municipaux, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux surveillants pénitentiaires et aux douaniers qui, jour après jour, sont victimes d'une violence décomplexée, venant d'individus qui détestent ce que nous sommes, ce que nous représentons, mais surtout qui méprisent la France. Je pense notamment aux courageux policiers du commissariat de la Courneuve, attaqués lâchement par des barbares, n'hésitant plus à utiliser des armes létales sous l'acclamation de l'extrême gauche, qui ne souhaite qu'une chose, l'effondrement de nos institutions. Mais la seule réponse apportée est de sécuriser le commissariat. Oui, mais réaffirmer l'autorité de l'État et assurer la sécurité des honnêtes gens, c'est bien aussi. Les jours se suivent et se ressemblent pour votre gouvernement. Depuis 2017, vous êtes le gouvernement de l'insécurité. Vous êtes le gouvernement de la submersion migratoire. Vous êtes le gouvernement de la lâcheté face à l'islam radical. Et vous êtes le gouvernement qui entraîne une baisse de l'attractivité de la France. Bref, vous êtes le gouvernement du désordre et les Français le voient tous les jours dans les villes comme dans nos campagnes. Pire, vous êtes le gouvernement de la baisse du moral de nos forces de l'ordre qui sont pressées comme des citrons, qui n'ont plus confiance en vous et qui se sentent abandonnés tout comme les Français. À 4 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques qui mettront à l'honneur notre pays, vous n'avez aucune vision, aucune stratégie. Vous êtes tremblotant au point même de déshabiller les commissariats de province et retirer les maîtres-nageurs sauveteurs des CRS des plages.
dont nous avons alerté des dangers potentiels, tout comme certains députés de votre majorité. Ma question est donc simple. Qu'allez-vous faire pour protéger les Français qui en ont grandement besoin? Merci beaucoup. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Michael Taverne, d'abord, laissez-moi vous dire que lorsque l'on a 900 hommes engagés sur le terrain à Marseille, on ne parle pas d'opération de communication. Ensuite, merci de votre question car elle me permet de revenir sur les chiffres de ce gouvernement en matière de sécurité. Entre 2017 et 2022, les effectifs de police et de gendarmerie ont augmenté de 10 000 hommes et femmes. En 2023, grâce à la LOPMI, votée par cette majorité, ce sont 7 500 policiers et gendarmes supplémentaires, 238 nouvelles brigades de gendarmerie, ainsi que 11 nouvelles unités de forces mobiles qui sont déployées sur les territoires. C'est aussi conformément aux engagements du président de la République. Plus de policiers dans les transports et 15 milliards dédiés à la modernisation des matériels. Depuis octobre dernier, des opérations place nette, comme c'est le cas aujourd'hui à Marseille, en présence du ministre de l'Intérieur, en présence du garde des Sceaux et en présence du président de la République, ont été lancées sur tout le territoire. Elles permettent de s'attaquer au réseau et dire que partout, sur le territoire national, s'appliquent les lois de la République. Les points de deal ont diminué, monsieur le député, de 26%. Les vols avec violence de 8%. Les violences aux personnes dans les transports de 10%. Alors oui, le gouvernement est résolument au travail pour faire baisser la délinquance et l'insécurité des Français. Et monsieur le député, les résultats sont là. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, en vous écoutant, on comprend mieux pourquoi rien ne va. Vous êtes totalement déconnecté des chiffres, des chiffres, des chiffres et encore des chiffres. Interpellation et poursuite systématique des émeutiers. Appliquer le 431-3 du Code pénal sur l'attroupement. Expulser les délinquants étrangers et suspendre les allocations familiales. Ce sont des mesures de bon sens défendues par Marine Le Pen depuis un certain nombre d'années. Nous le ferons et tout commencera le 9 juin prochain. Merci, Madame la Ministre. Et vous, monsieur le député, vous êtes le roi de l'incantation et de la campagne permanente. Ici, c'est un hémicycle, ce n'est pas un lieu de meeting. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur le Président Pancher pour le groupe Lyot. Monsieur le Premier ministre, nous sommes dans l'impasse budgétaire. 3 000 milliards de dettes cette année, une croissance inférieure à vos prévisions et donc des rentrées fiscales inférieures à ce que vous espériez. Vous avez décidé tout seul d'un plan d'économie de 10 milliards d'euros avec de nouvelles dépenses supplémentaires, 2 milliards de baisse de crédit pour l'écologie et le logement alors que ce secteur est en crise, 700 millions d'économies sur l'enseignement alors que vous avez fait tant de promesses, 900 millions d'euros de baisse de crédit pour la recherche dont nous avons tant besoin. De plus, une 5e réforme de l'assurance chômage est annoncée avec le transfert de l'ASS en RSA qui provoque une vive inquiétude des départements et la colère des syndicats. Bruno Le Maire nous propose, avec les présidents de groupe, de le rencontrer le 28 mars prochain avec des propositions. Nous vous en avions fait beaucoup des propositions, monsieur le Premier ministre. Près de 4 milliards d'économies sur des niches fiscales, 8 milliards de nouvelles recettes lors du PLF qui ne pesaient pas sur les ménages populaires et les classes moyennes, ainsi qu'une grande réforme structurelle, un choc de décentralisation, de simplification et d'écoute. Vous n'avez rien retenu. Vous avez dépensé beaucoup lors des différentes crises, 700 milliards d'euros. Vous avez dépensé sans compter malgré nos avertissements. Monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas que vous passiez une nouvelle fois outre le Parlement. Nous vous réclamons en toute transparence un projet de loi de finances rectificative débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat sous le regard de nos concitoyens. Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Pancher. Dans votre intervention, vous avez rappelé ce qu'a indiqué Bruno Le Maire tout à l'heure, à très juste titre, je crois. C'est vrai que nous avons fait le choix, pendant la crise
du Covid, d'accompagner les Français et d'accompagner les entreprises. Et ce choix, nous ne le regretterons pas. Parce que si nous n'avions pas fait ce choix du quoi qu'il en coûte, ce que nous avons dépensé pour éviter les faillites d'entreprises, éviter à beaucoup de nos concitoyens de perdre leur emploi, on l'aurait dépensé x2 ou x3 dans les années à venir, en assurance chômage pour tous les Français qui auraient perdu leur emploi et en accompagnement des entreprises qui auraient fait faillite. Ce qui est certain, c'est que cette crise et le quoi qu'il en coûte sont venus après plusieurs années de rétablissement des comptes publics. C'est vrai qu'en 2019, nous avons ramené le déficit sous les 3% et nous avons sorti la France de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles parce que nous avons engagé des réformes de structure qui n'étaient pas les plus évidentes politiquement. On s'en souvient, sur les contrats aidés et autres, on avait de vrais débats dans cet hémicycle. Nous n'avons jamais perdu notre fil, qui est celui de l'activité économique et de l'emploi. Si le taux d'emploi en France était le même que celui de nos voisins allemands, on n'aurait pas toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui à rétablir nos finances publiques. Si le taux d'emploi de la France était celui de l'Allemagne, on serait sous les 3% de déficit parce que plus il y a de Français qui travaillent, moins vous payez d'assurance chômage et plus vous avez de recettes fiscales et de recettes sociales parce que des Français qui travaillent payent des cotisations et des impôts. Donc notre ligne est et restera celle d'inciter toujours davantage à l'emploi. C'est pour ça, Monsieur le Président Pancher, que dans les propositions que vous avez rappelées qui ont été les vôtres, qui sont essentiellement, et vous l'avez dit vous-même, des propositions de recettes et donc de taxation supplémentaire, nous les avons effectivement écartées parce que nous considérons qu'augmenter massivement les recettes via des taxations supplémentaires sur le travail et sur les entreprises nuirait à notre objectif d'atteinte du plein emploi. Et nous allons poursuivre sur cette voie. C'est la raison pour laquelle, et vous l'avez dit, nous souhaitons avancer sur la question de l'assurance chômage. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les partenaires sociaux discutent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai fait cette annonce dans ma déclaration de politique générale sur l'allocation de solidarité spécifique. Le sens de ces mesures, c'est d'inciter encore et toujours à l'emploi, qui est la clé pour équilibrer nos finances publiques. Cela nécessite aussi évidemment des économies. C'est pour ça qu'en responsabilité, Bruno Le Maire a annoncé un certain nombre d'économies il y a quelques semaines, 10 milliards d'euros d'économies, par décret, effectivement, mais c'est ce qui est prévu par la loi organique des lois de finances. La procédure, à ce titre, est totalement respectée. C'est vrai que Bruno Le Maire, et je vous remercie, je comprends que vous avez accepté l'invitation d'aller à sa rencontre le 28 mars prochain, pour lui faire des propositions d'économie. Il faut regarder ces sujets sans tabou, par-delà tous les clivages politiques, plutôt des propositions d'économie que de recettes supplémentaires et d'augmentation de taxes. Mais évidemment, on souhaite avancer avec l'ensemble de la représentation nationale sur ce sujet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nous ne sommes pas la voiture balai de vos décisions. Vous ne pouvez pas venir nous chercher quand vous êtes au pied du mur et balayer en même temps nos propositions de réforme. Nous sommes allés rencontrer Bruno Le Maire il y a 6 mois avec Charles de Courson afin de lui remettre au nom du groupe Lyot nos propositions précises de recettes d'économie et de recettes. Vous n'en avez retenu aucune. Ne comptez pas sur nous pour participer à ce simulacre de concertation le 28 mars prochain. Nous ne serons pas là. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, la peine de mort est-elle abolie pour tout le monde dans notre pays? Je veux commencer par rendre un hommage à Wanis, 18 ans, dont la vie a été fauchée par la police pour un refus d'obtempérer. Sa mort nous questionne. La présomption de légitimité de légitime défense défendue par l'extrême droite s'applique-t-elle déjà aux jeunes de nos quartiers? Près d'un an après le meurtre de Naël, tué à bout portant par les policiers, que reste-t-il? Son nom a été sali, sa maman a été insultée, ses soutiens ont été bestialisés. Et son bourreau, lui, a empoché plus d'1 million d'euros et a été traité comme un héros par toutes et celles et ceux qui abîment la République au quotidien. Vous entretenez une société inhumaine, injuste, où les jeunes racisés, eux, sont tués dans nos quartiers pour un seul refus d'obtempérer. Hier, lorsque j'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, justifier sans aucune compassion le meurtre de Wanis, j'ai pensé à ce que disait Aimé Césaire. Ce n'est pas par la tête que les civilisations pourrissent, c'est d'abord par le cœur. Les paroles du préfet de Paris jettent de l'huile sur le feu quand il faudrait l'éteindre.
Elles peuvent être assimilées à une incitation à la violence et en l'espèce à une apologie de la peine de mort. Monsieur le Premier ministre, notre peuple a besoin que chaque citoyen soit traité de façon identique pour trouver le chemin de la fraternité. Notre jeunesse a le droit à la dignité pour embrasser la promesse de l'égalité. Notre République a besoin de la justice pour retrouver la paix. Nous réclamons la justice pour Naël. Nous réclamons la justice pour Wanis et pour tous les autres. Allez-vous appliquer les principes fondateurs de notre République à tous ces enfants ou souhaitez-vous être le marchepied du fascisme qui grandit et qui menace l'unité du peuple dans notre pays? Je vous remercie. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Delogu, vous dépeignez une société, une république qui n'est pas la nôtre. Vous dépeignez une société, une république fantasmée. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous faites ça. Parce qu'en faisant ça, vous vous faites l'apôtre d'une forme de violence et de fracturation de la société qui doit être dénoncée, monsieur le député. Alors maintenant, on va en revenir aux faits. Mercredi dernier, 2 individus ont, après un refus d'obtempérer, percuté un équipage de police. Malgré l'arrivée des secours très rapidement sur place et le transport vers l'hôpital, le conducteur du scooter est malheureusement décédé dans la soirée. C'est un drame et personne ne conteste ce drame, monsieur Delogu. Mais je veux rappeler que les refus d'obtempérer mettent en péril la vie des délinquants, la vie parfois des passants et la vie aussi des policiers. Monsieur le député, vous n'avez pas un mot pour eux. 6 policiers et gendarmes sont décédés des suites d'un refus d'obtempérer sur ces 4 dernières années. Le nombre de policiers et de gendarmes en mission qui sont blessés ne cesse d'augmenter. Alors, face à ce fléau, l'arsenal législatif a été renforcé par ce gouvernement. Les policiers et gendarmes sont formés et les courses-poursuites ne sont engagées que dans des conditions extrêmement strictes. Monsieur le député, ne dépeignez pas une réalité qui n'existe pas. Par ailleurs, j'aurais aimé aussi vous entendre sur les soirées de dimanche et lundi qui ont été émaillées de faits de violence urbaine particulièrement graves. Le commissariat de la Courneuve a été la cible de tirs de mortier d'artifice, de pierres et de cocktails Molotov par une cinquantaine d'individus. 2 policiers ont été blessés, 9 individus ont été interpellés. C'est aussi ça la réalité, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vendredi dernier, devant quelques associations réunies sans aucune légitimité démocratique, vous avez répondu à une question que nous sommes beaucoup ici à nous poser depuis 2 mois. Quand aurons-nous enfin une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie ? Quand saurons-nous quelle est votre stratégie pour décarboner notre énergie? Votre réponse devant ces associations: nous allons débattre, nous allons consulter encore une fois à travers la Commission nationale du débat public. En cela, vous avez, monsieur le Premier ministre, une forme de constance avec les gouvernements qui vous ont précédé. On débat, on consulte, mais c'est tout. Pourtant, les choses sont urgentes et claires. Nous devons produire massivement des énergies décarbonées. Quand allez-vous enfin décider et mettre en œuvre? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Schellenberger. D'abord, j'espère que vous en serez heureux. Le gouvernement et le Premier ministre d'entre eux, le Premier ministre lui-même, respectent la loi. Vous le savez, avant tout, exactement, heureusement, avant tout débat parlementaire, avant toute disposition législative qui met en place et qui projette le mix énergétique à horizon des décennies qui viennent, le Parlement a décidé, dans son auguste sagesse, qu'un débat public mobilisant la CNDP devait avoir lieu. C'est ce que le Premier ministre a annoncé vendredi dernier devant des associations. J'espère que vous serez heureux, je le répète, que le gouvernement respecte la loi.
Par ailleurs, vous le savez, un certain nombre d'autres concertations, d'autres débats ont eu lieu ces derniers mois pour évoquer avec des représentants des pouvoirs publics, des entreprises, des parlementaires, des élus locaux, l'évolution de notre mix énergétique. Ce débat, il doit se poursuivre. Il aura sans doute lieu d'une manière ou d'une autre devant la représentation nationale. Vous le savez, j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous personnellement. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un certain nombre de parlementaires qui sont, comme vous, très mobilisés sur le sujet de l'énergie. Ce débat, il doit avoir lieu. La manière dont il va avoir lieu reste encore sujette aujourd'hui à interrogation, notamment du fait, je dois le reconnaître, de la situation politique dans cet hémicycle. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Schellenberger. Monsieur le ministre, ça fait 2 ans que des consultations tout azimut sont organisées, que vous êtes incapable de trancher, de vous positionner sur la vision que vous avez. Nous devons produire des énergies décarbonées. 2 ans de consultation, il faut maintenant décider, parce que vous respectez la loi. Que dit la loi aujourd'hui ? La loi aujourd'hui, elle dit par exemple qu'il faut encore, d'ici à 2035, fermer 12 réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est cette loi, Monsieur le ministre, que vous voulez respecter ? Parce que nous ne serons pas d'accord de respecter cette loi. Nous voulons changer cette loi. Nous voulons rétablir une filière industrielle. Pas seulement faire des changements bureaucratiques entre des organisations qui seront tout à l'heure déstructurées. Nous voulons produire, construire des réacteurs nucléaires, trouver une solution pour nos barrages dont nous voulons qu'ils continuent à être le patrimoine des Français, trouver un moyen rapide pour donner à nos industriels et aux Français le bénéfice de l'énergie nucléaire si compétitive auquel ils ont droit et accès. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député Schellenberger, sauf le respect que je vous dois, vous êtes en train de montrer exactement les raisons pour lesquelles ce débat est difficile, parce que, si je peux me permettre, vous le caricaturez. Vous le savez parce que je sais que vous écoutez le président de la République. Ça fait plus de 2 ans qu'à Belfort, il a évoqué un changement profond de la stratégie nucléaire pour annoncer aux Françaises et aux Français sa volonté d'accélérer, de redévelopper le développement de l'énergie nucléaire. Vous le savez, nous mettons en place des mesures législatives qui permettent de le faire. Je l'espère, dans quelques minutes, la représentation nationale, et j'espère que vous vous joindrez à elle, votera une loi qui permet d'accélérer, de simplifier la gouvernance du nucléaire. Nous allons continuer à discuter de tout ça, monsieur le parlementaire. Rejoignez-nous, échangeons, mettons en place cette stratégie. Assurons-nous qu'effectivement, nous pourrons ensemble accélérer. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Denis Bernard pour le groupe Renaissance. Merci beaucoup, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. En 2017, Emmanuel Macron avait fait de l'emploi des jeunes une de ses priorités. Aujourd'hui, même s'il reste bien sûr beaucoup de choses à faire, les résultats sont là et le nombre d'apprentis, l'un des éléments clés de ce succès, a triplé. Et pourtant, les éternels pessimistes disaient « c'est impossible ». Alors, pourquoi ne pas se donner des objectifs ambitieux sur les seniors également ? Dans une interview récente, vous écriviez « notre objectif, le plein emploi jusqu'à 64 ans ». Je dis chiche. Le taux d'emploi des 55-64, autour de 57%, est inférieur au taux de la plupart de nos voisins européens, des pays nordiques et du Japon notamment, pays le plus avancé dans le maintien de l'emploi des seniors. La semaine dernière à Versailles, un salon consacré aux seniors a encore fait le plein. Oui, les seniors veulent travailler, chers collègues. Mais avant de légiférer à nouveau, a-t-on évalué si les dispositifs existants de formation et de reconversion étaient adaptés et bien connus des DRH et des managers, et ce, pour toutes les tailles d'entreprise? En fait-on assez sur l'aménagement des conditions du temps de travail en fonction des capacités de chacun? Déploie-t-on suffisamment les dispositifs de retraite progressive? Ne devrait-on pas rendre obligatoire de vrais check-up approfondis de carrière avec un plan d'action à la clé? Et pourquoi ne pas évaluer l'opportunité de légiférer quand même sur une baisse progressive des charges patronales sans effet de seuil? Cela coûtera forcément moins cher que d'indemniser des chômeurs. Et pour finir, le CDI sans date de fin n'est peut-être pas la seule façon de terminer sa carrière. Inciter les seniors sans les forcer à accepter des missions même à temps partiel, un CDD ou un CDI se terminant à l'âge légal. En résumé, après les jeunes, capitaliser sur l'expérience des seniors, c'est aussi investir dans l'avenir de notre économie et de notre société. Madame la ministre, pourriez-vous partager avec nous votre avis sur ce sujet, ainsi que l'état d'avancement des négociations entre les partenaires sociaux et enfin vos intentions concernant l'assurance chômage? Je vous en remercie.
Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Monsieur le député Benaert, l'emploi des seniors est un vrai sujet. Le taux d'emploi des seniors n'a cessé cependant de progresser en France depuis les années 2000. Cependant, il reste très inférieur à la moyenne de l'Union européenne, en particulier pour les 60-64 ans, puisqu'en France, il est de 33%, alors qu'en Allemagne, il est de 61%. C'est pour cela, dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a déjà mis en œuvre plusieurs mesures en faveur de l'emploi des seniors. Par exemple, la retraite progressive a été généralisée à la fonction publique, ce qui n'était pas le cas. Le cumul emploi-retraite a été rendu plus attractif, ou encore un fonds de prévention de l'usure professionnelle a été donc doté de 1 milliard sur 5 ans. Mais il nous faut effectivement aller plus loin. C'est pourquoi le gouvernement a invité les partenaires sociaux à travailler sur d'autres mesures favorables au maintien et au retour en emploi des seniors. Plusieurs pistes sont actuellement en discussion. Par exemple, mieux aménager les fins de carrière et favoriser les transitions entre l'activité et les retraites. Mieux préparer effectivement les secondes parties de carrière en renforçant l'accès des seniors à la formation professionnelle et aux dispositifs de transition et de reconversion. De transition et de reconversion. Il nous faut donc mieux lutter contre les stéréotypes également et contre les discriminations, notamment liées à l'âge. Et plus aussi de transparence dans la pratique du recrutement. Vous l'aurez compris, nos seniors ont de l'expérience et du talent et ils peuvent apporter beaucoup pour nos entreprises et notre économie. Et donc, il nous appartient, avec les organisations syndicales et les entreprises, de trouver les façons les plus pertinentes de les maintenir dans l'emploi, notamment en ce moment, puisque nous avons de grosses difficultés de recrutement, en tout cas pour de nombreuses entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Compétences, c'était vraiment une question d'état d'esprit, une incitation plus que la contrainte. Et le plein emploi jusqu'à 64 ans, je suis d'accord, c'est possible. Je vous remercie, mon cher collègue. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour juste 5 minutes.